Bienvenue au deuxième webinaire du CSBQ. Donc aujourd'hui, ça va être sur les indicateurs d'impact sur la biodiversité locale pour les investisseurs du Québec. Donc, ça va être Diego Kramer qui va vous présenter. Donc, je me présente moi tout d'abord. Je m'appelle Samuel Enred. Je suis le coordonnateur des communications pour le CSBQ. À noter que le webinaire va se dérouler en français, mais s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui souhaitent poser leurs questions en anglais, vous pourrez le faire durant la présentation, dans le chat, en français ou en anglais, puis on va s'assurer de trouver la bonne personne pour répondre à vos questions, même en anglais. Donc, euh, on va écouter Diego dans quelques minutes, mais avant ça, on va écouter une courte présentation par Mathias Glass, qui est professeur à l'ETS, l'École de technologie supérieure, et co-titulaire du réseau de recherche en économie circulaire du Québec, avec lequel le CSBQ a un projet de recherche fort intéressant. Donc, Mathias, je te donne le micro et tu pourras présenter rapidement ton projet. Mais merci Samuel. Bonjour à tous. Donc Mathias Glaus, effectivement professeur à l'École de technologie supérieure et co-titulaire du réseau de recherche en économie circulaire. Donc je vais prendre 3, 4 minutes, hein. Donc moi je suis là pour chauffer la salle avant que Diego fasse sa présentation. L'idée c'était de présenter le projet qu'on a en collaboration entre économie circulaire et biodiversité, puis qui porte sur l'impact de l'économie circulaire sur la préservation de la biodiversité. Donc, on trouvait que c'était intéressant de l'amener un petit peu en amont de la présentation de Diego, probablement parce que ça a le potentiel d'alimenter les discussions qui vont suivre la présentation. Je vais peut-être commencer quand même pour dire 2 mots sur le réseau de recherche en économie circulaire. Donc, si on pouvait passer à la diapositive suivante. Pour positionner en fait le réseau de recherche dans l'écosystème de la recherche en économie circulaire au Québec, c'est un réseau qui est structuré selon 4 axes, donc vraiment avec une approche quand même très systémique où les axes s'imbriquent les uns dans les autres. Et les 4 axes sont portés par des titulaires qui proviennent de 4 institutions différentes, donc HEC, Université Laval, École de technologie supérieure, Polytechnique. Et puis, on a l'appui du CERIEC pour animer tout ce réseau et avec le soutien financier des FRQ. C'est important d'un point de vue capacité de soutien puis de financement parce qu'on a quand même 320 membres qui font partie du réseau, qui proviennent de 64 disciplines différentes et qui proviennent aussi des 18 universités du Québec, de 8 centres de collégiaux de transfert de technologie. Et au-delà des chiffres, en fait, la programmation scientifique, elle se veut surtout très interdisciplinaire avec des approches participatives et puis une démarche qui est beaucoup recherche-action, où les activités vont vers les parties prenantes des organisations ou des territoires. Si on revient sur le projet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'impact de l'économie circulaire sur la préservation de la biodiversité, ben, c'est un projet avec des partenaires de recherche du côté biodiversité, donc le Centre de la science de la biodiversité du Québec, la Société pour la nature et les parcs du Canada pour la section Québec, Biodiversité Québec, et puis bien évidemment le réseau de recherche en économie circulaire, avec un financement sur 3 ans qui a été alloué par le MEL-CCFP. Donc, l'intérêt du projet, en fait, on pourrait se demander pourquoi puis comment aborder les liens entre économie circulaire et biodiversité. Donc, le pourquoi, ben, c'est si on reprend les principes de l'économie circulaire. Euh, on se rend compte que l'économie circulaire, ça se veut être un modèle qui est en rupture avec l'économie linéaire, qui était le modèle un petit peu en place, qui est extraire, fabriquer, consommer, puis jeter. Donc l'idée au Québec, en tout cas, c'est qu'on a déployé l'économie circulaire autour de 12 stratégies différentes qui permettent de repenser la consommation de ressources, intensifier l'usage des produits, prolonger la durée de vie des produits et des composants. Et puis finalement, quand on n'est plus capable, on arrive au bout de l'usage, ben, de boucler les flux matières, que ce soit les produits, composants ou les ressources. Donc, ultimement, ces 12 stratégies de l'économie circulaire, ben, elles visent à contribuer à une réduction à la fois de l'utilisation des ressources vierges, qui est en fait la consommation amont,
et puis à la fois réduire l'empreinte environnementale qui sont les conséquences en aval. Donc intrinsèquement, on comprendra que l'économie circulaire, c'est une approche qui est intéressante pour à la fois préserver, voire renforcer la biodiversité sur un territoire. Mais le constat, c'est qu'il y a un besoin de structuration de la connaissance, puis à la fois de formalisation de la démarche. Donc quand on aborde le comment, en fait, dans le cadre de notre projet, ben, on veut déployer le comment à travers une approche qui est systémique, en développant un cadre conceptuel afin d'expliciter les relations entre les stratégies d'économie circulaire et la préservation de la biodiversité, développer ou en tout cas formaliser des indicateurs, parce qu'on s'aperçoit que dans les indicateurs, il y en a énormément. Donc l'idée, c'est de bien les comprendre et de développer une grille d'indicateurs qui permet d'évaluer les incidences sur la préservation de la biodiversité à travers des mesures d'économie circulaire et puis de formaliser des outils qui visent à soutenir la prise de décision, notamment pour les gouvernements, envers des pratiques circulaires qui visent à renforcer la biodiversité. Donc, pour mettre en place ces différents objectifs-là, bon, ça s'appuie sur des revues de littérature, des ateliers de travail qui permettent de venir confronter les idées des différentes disciplines et puis ultimement de déployer à travers des études de cas organisationnelles ou des territoires de manière à capitaliser sur les apprentissages terrain. Donc voilà pour ma partie. Donc là, je vais céder la parole à Diego pour la suite. Ben, merci Oui, beaucoup, Mathias. Je me présente, Diego Kramer, directeur finance et biodiversité à la Société pour la Nature et les Parcs, qui est partenaire du projet que Mathias vient de décrire, mais qui a aussi, depuis 3 ans, un projet de recherche appliquée avec Biodiversité Québec, Fonds d'action et la Caisse de dépôt et placement. Juste pour vous situer, et pour que vous puissiez savoir quel type de questions vous pouvez me poser, j'ai une formation en sciences, en physique et en journalisme, mais j'ai travaillé dans les milieux environnementaux depuis une quinzaine d'années. Et ce projet-là, c'est un peu un projet multidisciplinaire dans lequel on essaye de créer des outils d'aide à la décision pour les institutions financières. J'ai une certaine expérience d'accompagnement des institutions financières dans des plans de développement durable, de carbonisation, etc. Et là, on s'est associé depuis le SNAP avec des biologistes, des gens qui font de l'écologie intégrative pour développer des formules qui permettent de mesurer l'impact des décisions d'investissement en pré-investissement. Donc, s'il y a des questions très, très techniques, côté formule mathématique, questions biologie, ça me fera plaisir de la transmettre aux mathématiciens qui ont développé les formules. Je peux expliquer les projets en termes généraux, mais surtout l'impact économique et politique qu'on cherche. Donc, un peu d'histoire, très rapidement, juste pour contrôler le temps. Entre 12h30 et 12h35, vous devrez voir un hydravion. Si on n'a pas vu l'hydravion, c'est qu'on est en retard sur la présentation. Donc voilà, je me lance. Je sais que je parle vite, puis je vais essayer de parler clairement. Pourquoi on a fait tout ça? En février 2021, au sortir de la pandémie, il y a eu une recherche très influente qui a été publiée en Angleterre. C'était une commande du gouvernement britannique à des biologistes et des économistes affiliés à l'université de Cambridge. Et ils ont publié un bouquin très, très, très influent qui s'appelle The Economics of Biodiversity, où on décrit de façon exhaustive les liens entre activité économique et impact sur la biodiversité et l'idée de double matérialité, donc les dépendances de l'activité économique des éléments du monde naturel. Cette recherche-là nous a inspiré immédiatement, on l'a lu avec avidité et les mois suivants, la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures lançait un énorme chantier de réflexion visant à créer un cadre normatif pour que les institutions financières de partout au monde puissent comprendre leur impact, l'impact de leurs décisions sur la nature et les dépendances qu'ils avaient vis-à-vis la nature. Donc, cette suite-là, elle a une logique. On a lu tout ça, on a pris connaissance de tout ça, puis on a immédiatement emporté la discussion au Québec. Et depuis le SNAP, on s'est dit, on va poser la question aux institutions financières pour savoir à quel point ils considèrent la biodiversité dans la prise de décision.
Donc, on a créé des focus group, on a interviewé une dizaine, les 10 plus grandes institutions financières du Québec, et on a retourné verrouille, en fait. Il n'y avait pas de prise en considération de la nature. Il y avait beaucoup de prise en considération des émissions de GES, mais parce que le travail était commencé une dizaine d'années plus tôt. Mais pour la biodiversité, on ne faisait rien encore. Sauf que poser la question, c'est aussi faire un appel à des volontaires. Et le Fonds d'Action a levé la main immédiatement et ils ont dit, cette question-là, elle est intéressante pour nous. On veut incorporer la nature à nos structures de prise de décision, autant de risques financiers que critères environnement, société et gouvernance. Donc, dès qu'on a eu l'appui d'une institution financière, on a appelé le Centre de la science et de la biodiversité du Québec qui venait de créer son nouveau plan stratégique dont l'axe 4 était transmission des connaissances à la société civile et aux décideurs. Donc, on a contacté immédiatement l'équipe disons, qui était plutôt affiliée à l'Université de Sherbrooke, l'équipe de Biodiversité Québec, qui ont saisi la balle au bon et qui se sont dit, cette question-là nous intéresse, on va la creuser ensemble. Donc, on a commencé un peu à financer un projet. On se situait là où vous voyez les cercles jaunes. C'est là où on se situe dans l'ensemble de l'écosystème de la compréhension, de la légifération et de la normalisation de la biodiversité. Donc, on s'est retrouvé à mi-chemin entre les ONG, les universités et les investisseurs du Québec. Et vous voyez, la collaboration a grandi lors de la COP 15 à Montréal, la Caisse de dépôt et placement qui regardait les projets naître et commencer à avancer, ils ont dit ça nous intéresse, on veut financer cet effort-là. Et ils ont fait une annonce à la COP 15 à Montréal en disant on embarque, on va financer, cofinancer la recherche avec Fonds d'Action. Donc, un an et demi plus tard, on avait une équipe d'une dizaine de personnes, des chercheurs, mais aussi des étudiants au niveau de la maîtrise et du doctorat, la plupart en écologie et en biologie, mais aussi des économistes qui ont sélectionné des aspects strictement locaux d'impact sur la biodiversité. Pourquoi j'ai dit local? Parce que quand on regarde les cadres normatifs qui étaient proposés, disons, au niveau international par la TNFD ou la Science Based Target Network, il y avait beaucoup de mesures qui étaient applicables au niveau du portefeuille ou au niveau très général, des mesures comme la proximité avec les habitats critiques des espèces se trouvant sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature, les zones clés pour la biodiversité. Mais il n'y avait pas de mesures spécifiquement locales. Et Biodiversité Québec, depuis quelques années, commençait à construire une base de données qui pouvait être vraiment mise à service de cette idée-là, de mesurer l'impact sur la biodiversité locale, de manière à valoriser ces données-là. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui serait strictement local? Cette question-là répondait en partie à la TNFD et à la SBTN du moment où ils recommandaient aux institutions financières et à des grandes entreprises de mesurer leur impact sur la biodiversité, de les déclarer, et pour ce qui était de l'impact local au niveau des périmètres d'implantation industrielle, au niveau des chaînes d'approvisionnement locales, mais de se baser sur une méthodologie qui était publiée, révisée par les pairs, etc. Et cette méthodologie pour des mesures locales n'existait pas, en fait. Quand on a regardé un peu du côté, on a fait une espèce de revue de la littérature sur vol 360 de CCFC, il y avait beaucoup de mesures globales, puis il y avait des services de consultation privées, mais là, il faut avoir une foi aveugle dans la boîte noire. La méthodologie n'était pas publiée. Évidemment, il y avait des études d'écologie sur différents aspects, mais ce n'était pas lié strictement à l'implantation des périmètres d'activité industrielle ou aux chaînes d'approvisionnement. Donc, voilà les 9 indicateurs qui sont sortis de notre entonnoir et que je vais vous présenter. On va faire un peu apprentissage par problème. Je vais vous présenter les indicateurs qui ont été publiés en septembre et que vous pouvez, si vous voulez, aller consulter en ligne pendant que vous écoutez la conférence ou les savoir sur votre cellulaire. Ça marche quand même bien sur les cellulaires. Je l'ai essayé. Vous pouvez parcourir les PDF où il y a beaucoup plus de détails que ce que je vais donner pendant la présentation. Mais on va présenter les indicateurs tels qu'ils ont été testés dans un cas fictif qui nous a été soumis par la Caisse de dépôt et placement l'année dernière. Donc, qu'est-ce qu'un indicateur pour la finance? C'est une mesure qui rapporte une information qui est nécessaire, qui est utile à l'évaluation d'un objectif ou à la prise d'une décision.
Cela veut dire qu'on ne prend pas la décision pour une institution financière, c'est une information de plus qui rentre au même niveau que d'autres comme considération de gouvernance politique, politique fiscale, considération sociétale, acceptabilité, etc. Mais cette information-là sur l'impact sur l'environnement, elle n'était pas là ou elle arrivait très tard, quand un projet était soumis à un processus d'autorisation ministérielle en vertu de la loi euh, euh, la LQE, la loi québécoise sur l'environnement, ou en vertu d'un processus d'évaluation d'impact environnemental, AMBAP, etc. Donc ici, on s'est situé en amont. On voulait donner comme des informations qui permettaient de lever des drapeaux orange ou des drapeaux rouges et de dire, attention, vous allez avoir un problème plus loin. Et ces problèmes-là représentent soit un risque légal, soit un risque financier, ou soit quelque chose que vous ne voulez pas faire parce que ce n'est pas aligné avec vos valeurs. Donc, je vais vous promener à travers les cas d'une mine fictive, encore une fois, des nickel dans le nord du Québec, près de la baie de Hudson. Donc, les informations qu'on a reçues, encore une fois, c'est fictif, c'est les coordonnées, les volumes de production estimés et aussi les rejets polluants prévus et certains formulaires d'autodéclaration sur l'introduction et déplacement d'espèces exotiques et envahissantes. Donc, voilà la mine où elle serait située avec un zone tampon qui est déclaré de façon arbitraire par les promoteurs lui-même du projet. Et le promoteur a déclaré une zone tampon de 19 km et c'est à peu près la zone tampon pour l'acoustique lors des opérations de dynamitage. Donc, si on a des opérations de dynamitage en surface, c'est à peu près la distance à laquelle ça peut être entendu par un humain. Donc, le premier indicateur, c'est le service écosystémique. La formule est juste là pour illustrer. Si vous allez à la méthodologie, vous allez comprendre comment on se rend là. Mais l'idée, grosso modo, c'est de mesurer la perte de certains services écosystémiques pour lesquels on a des tables de valeurs qui ont été établies par d'autres études et les comparer à la destruction maximale des services écosystémiques qui se trouve à être le centre-est de l'île de Montréal, à peu près là où il y a la raffinerie de pétrole, et il y a une perte de services écosystémiques presque totale. Donc, dans les études de faisabilité de nos indicateurs, dans ce qu'on appelle les portraits persona, où on imaginait qui allait utiliser les indicateurs, qui n'était forcément pas quelqu'un avec une formation scientifique, mais plutôt quelqu'un avec une formation en finance ou en critères ESG, il nous avait suggéré de situer les indicateurs toujours entre 0 et 1. Donc, il y a un effort mathématique additionnel pour toujours pouvoir borner les résultats entre 0 et 1. Donc, quand on compare la perte des services écosystémiques en fonction de la densité des populations qui est présente à l'intérieur d'une aire de diffusion, et on compare ça à la destruction maximale pour la même densité de population autour du point de destruction maximale qui se trouve à l'est de Montréal, on arrive à borner le résultat entre 0 et 1. En fait, la méthodologie est fortement basée sur des données qui avaient été produites par l'équipe de Jérôme Duprat à l'Université du Québec en Ottawa. Donc, pour les cas de la mine de nickel, ça nous donnait un indicateur extrêmement bas, proche de zéro. En fait, c'est parce qu'on a ajouté des décimaux qu'on le voit, mais à toute fin pratique, c'est zéro. Et il y a un biais qu'on essaie de corriger, c'est que la densité de population au nord du Québec elle est extrêmement basse et les services écosystémiques sont souvent définis, sont anthropocentriques, sont définis en fonction de la présence des humains et la valeur que les humains attribuent à certains processus ou à la présence de certains éléments de la nature. Mais ils sont aussi une valeur intrinsèque. Là, on n'arrive pas encore à capturer ça. Donc, un des premiers efforts d'amélioration de la méthodologie, c'est de définir des tables de valeurs des services écosystémiques qui sont moins dépendants de la densité des populations pour qu'ils soient plus utilisables dans un contexte nordique. Ça va bien, on devrait arriver à l'hydravion à E35. Donc, impact sur les espèces et statuts. Ça, c'est fondamental au Québec. Le Canada a sa propre liste d'espèces à statut. C'est la COSEPAC qui gère ça. Il y a des espèces à intérêt culturel aussi qui sont reconnues au Québec. Il y a des espèces qui sont très importantes pour les Premières Nations et pour les Inuits.
Donc ici, on n'agit pas sur les observations et les occurrences, on agit surtout sur la possibilité qu'une espèce se retrouve à l'intérieur de la zone d'implantation et d'une zone tampon qui est aussi définie par les promoteurs. Euh, et ça, c'est important parce que, par exemple, il y a très peu d'observations confirmées en milieu nordique. Donc, il se peut qu'on n'ait pas vu un caribou forestier ou un caribou montagnard dans les périmètres que les promoteurs déclarent, mais il se peut qu'on l'ait vu juste à côté, puis que les conditions, les paysages soient exactement les mêmes. Donc, la probabilité qu'on empiète sur l'habitat essentiel du caribou il est extrêmement élevée. Donc, on se base toujours sur la probabilité. Dans le cas de la mine de nickel à Lac d'Anna, mais ça donne une valeur extrêmement élevée parce qu'il y a des espèces qui sont listées par la COSEPAC dont la probabilité de présence est extrêmement élevée. Donc, voilà un indicateur qui pousse vraiment vers le haut. Ensuite, impact sur la conservation. Et ça, c'est vraiment local parce qu'on ne considère pas seulement les registres d'aires protégées qui sont comme déjà reconnus, inscrits à l'UICN, etc. Mais on considère aussi les projets qui sont en attente, les réserves de biodiversité qui sont en cours d'approbation, les projets d'initiative autochtones qui sont déposés en cours d'approbation. Il y a une diversité des territoires qui progressent vers la reconnaissance dans des statuts, dans des modèles d'air protégés qui ne sont pas encore là, mais qui sont parfois déjà mis en réserve ou qui pourraient l'être. Donc, on ne veut pas empiéter, ou à tout le moins, on veut savoir si on empiète dans quelque chose qui chemine vers la reconnaissance d'une aire protégée. Donc, s'il y a un empiètement, évidemment, la mesure est 1. Dans les cas fictifs de la mine à Lac d'Anna, il y avait un empiètement avec une réserve de biodiversité projetée. C'était un empiètement vraiment petit, mais ça pousse l'indicateur à une valeur de 0,50. C'est intéressant, on pense que la Caisse voulait un peu tester la sensibilité de l'indicateur et quand ils ont déclaré la zone tampon, bon, je pense qu'ils savaient que ça allait se superposer un peu, ce qui fait pour nous un cas d'étude encore plus intéressant. Donc, ensuite, impact sur la destruction d'habitat. Ici, on tient en considération la rareté d'un habitat à l'intérieur d'une région écologique. Et ça, c'est important parce que l'importance de la destruction d'une tourbière, d'un milieu humide à l'intérieur de la CMM, par exemple, devrait être considérée comme une situation plus grave que la destruction d'un hectare de tourbière en Abitibi où c'est le paysage prédominant. Donc, c'est une mesure qui capture la part d'habitat en tenant compte de de l'emprise spatiale du projet, de la superficie de l'habitat impacté, de l'unicité régionale et de l'habitat et de l'intégrité écologique de l'habitat. Donc, on se base beaucoup sur les contextes, c'est ce qui est autour. Dans le cas de la mine, ça nous donne une valeur relativement petite. Parce que bon, les paysages qui est affecté, il n'est pas si exceptionnel que ça à l'intérieur de cette région écologique-là. Pollution, ça c'est une logique complètement différente. Ici, on est à naviguer à l'intérieur d'un cadre normatif. On a regardé les substances qui sont listées à l'inventaire national des rejets polluants, l'INRP. Il y a 323 substances pour lesquelles il existe des seuils de déclaration qui sont basés sur des volumes absolus émis à l'intérieur d'une même année et des concentrations émises à l'intérieur d'une période de 24 heures. Nous, on s'est basé surtout du côté des volumes, les rejets maximaux par année. Et en fait, l'INRP, qui dépend de l'Environnement et Changement Climatique Canada, établit des seuils de déclaration. Ça veut dire que si je suis une compagnie euh, qui rejette dans l'environnement une substance qui dépasse le seuil de déclaration, je suis dans l'obligation de soumettre annuellement un inventaire de tout ce que j'ai rejeté dans l'environnement, incluant la substance qui dépasse le seuil de déclaration. Mais ce sont des seuils de déclaration, ce ne sont pas des seuils d'émission. En fait, il n'y a pas de seuil d'émission. Il faut juste déclarer qu'on a émis beaucoup. Disons, s'il y avait un seuil d'émission, ça viendrait par un autre mécanisme comme l'évaluation d'impact environnemental. Mais pour l'INRP, la seule chose
vraiment important, c'est de savoir quelle substance dépasse les seuils de déclaration. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est on a compté les nombres de substances qui dépassaient les seuils de déclaration et on a fait une espèce de courbe exponentielle. Les plus de substances se rapprochaient du seuil de déclaration, mais le plus grave l'impact. Et si une substance dépassait le seuil de déclaration de plus de 100%, donc ça veut dire que ça arrivait à 200%, à ce moment-là, l'indicateur était forcé vers sa valeur maximale qui était 1. On a confronter cette hypothèse-là ou cette arbitrariété-là avec les gens qui tiennent l'INRP. Ils nous ont dit que ça leur semblait raisonnable, sauf qu'on n'a pas pu capturer l'effet toxicologique, écotoxicologique accru de certaines familles de polluants, de certaines combinaisons qui vont souvent ensemble selon les secteurs d'activité industrielle. Donc, une amélioration qu'on est en train d'apporter à nos indicateurs, et c'est de la recherche en cours pour cette année et pour l'année à venir, c'est de voir si on doit pondérer et si on doit donner un impact plus grave selon certaines combinaisons de polluants. Donc, voilà, c'est basé sur un formulaire d'autodéclaration. C'est le même formulaire que de toute façon, il devrait soumettre à Environnement et Changement Climatique Canada. Et dans le cas de la mine, ben, ça poussait vers 1 parce qu'il y avait des substances qui dépassaient des plus que 100% le seuil de déclaration. Donc, c'était pas bon. Ceci dit, je fais une petite parenthèse ici. Euh, Cette information-là peut avoir deux effets au niveau de la prise de décision financière. Un investisseur qui reçoit beaucoup de projets, et la caisse reçoit presque un millier de projets par année, puis fonds d'action plus qu'une centaine, peut décider, à eu égard de ces informations-là, de demander des améliorations ou des changements au projet. Donc, il va communiquer avec les promoteurs, qui est les demandeurs d'argent, des crédits, des modifications. L'institution financière peut aussi, comme balayer du revers de la main le projet, dire ça ne nous intéresse pas, il y a trop d'effets négatifs, allez chercher un autre financement. Dans ces cas-là, nos indicateurs ont deux effets sur la prise de décision et sur l'économie réelle. Soit ils réussissent à modifier et à améliorer un projet, soit ils réussissent à les faire rejeter. Mais dans ces cas-là, ça ne veut pas dire que le projet ne verra pas le jour, parce que peut-être que le projet y est conforme aux lois et règlements. Il n'est pas bon pour l'environnement, mais il arriverait à à obtenir une autorisation ministérielle ou, ou à passer à travers les BAP, etc. On a vu des mauvais projets approuvés dans les dernières 40 ans. Enfin, on a beaucoup validé des projets qui étaient nuisibles pour l'environnement. Mais si le demandeur de crédit doit se tourner vers une autre source de financement, elle va être de moins qualité que les investisseurs institutionnels pour lesquels on a commencé à travailler et pour lesquels on a développé ces indicateurs-là. Donc, un promoteur qui essaye d'obtenir des fonds d'action, des fonds de solidarité FTQ, de la Caisse de placement, de la Banque du développement du Canada, sont tous des investisseurs de très haute qualité avec des conditions d'investissement flexibles, avec une prise de participation actionnaire, un partage de risques, des conseils en gouvernance, un certain accompagnement, des conditions de remboursement vraiment flexibles, des taux d'intérêt bas, etc. Tandis que si on se tourne vers les banques ou des investisseurs privés, les conditions de remboursement vont être plus difficiles et les crédits vont être plus chers. Donc, les indicateurs peut-être ne permettent pas d'arrêter un projet, mais il permet de l'améliorer ou de le rendre plus coûteux, ce qui est décourageant. C'est ce qui envoie un signal des marchés. Un bon projet coûte somme toute moins cher puis obtient un meilleur financement qu'un mauvais projet. Voilà, fin de la parenthèse. Espèce exotique envahissante, encore une fois, ça s'est basé, et l'hydrogène est arrivé exactement au moment où il devait arriver. Euh, c'est calculé sur une autodéclaration. On prend des questions que le gouvernement du Québec poserait sur les risques d'introduction et de déplacement d'espèces exotiques envahissantes. On compte les nombres de facteurs de risque, mais on demande aussi aux promoteurs, à l'institution financière, s'il y a des mesures d'atténuation de ces risques-là qui sont déployés. Et là, disons, on enlève des points. Et cela nous permet encore de comparer les scores obtenus versus les scores maximaux et de borner les résultats entre 0 et 1. Dans le cas de la mine, ben, l'indicateur était à 0,2. Il y avait certains facteurs de risque qui étaient là et pour lesquels il n'y avait pas d'atténuation. Donc, évidemment, les déplacements des palettes, des hydravions, etc., c'est fréquent. C'est souvent comme ça que les EEE arrivent. Connectivité écologique. Là, on a
on voulait se baser pour le sud du Québec sur les cartes de connectivité écologique de vastes terres du Saint-Laurent. C'est surtout l'équipe de Guillaume Larocque qui avait développé ça. Mais ensuite, on avait besoin de cartes uniformisées pour l'ensemble du territoire du Québec pour que tout le monde soit soumis à peu près aux mêmes règles et puis que les indicateurs soient cohérents d'une région à l'autre. Donc, on a pris des cartes de connectivité avec moins d'espèces témoins, mais qui s'appliquent à l'ensemble du Canada. La donnée n'est pas très granulaire, mais notre recherche vise aussi à obtenir des meilleures données en connectivité. Puis, on n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens qui essayent de générer des meilleures données en connectivité. Dans le cas de la mine, ben, l'impact était vraiment négligeable avec les données qu'on a utilisées. En fait, on a refait les calculs cette semaine, ça donnait 0,17 avec des nouvelles données de connectivité qu'on a, mais on peut considérer quand même que l'impact était, somme toute, réduit. Ce qui est cohérent avec l'indicateur relativement bas des pertes d'habitat. Stresseur cumulé, ici on mesure l'anthropisation à l'intérieur d'une région plus grande. Évidemment, ça donne une valeur extrêmement bas dans le nord du Québec. Et finalement, et lui on est en train de l'améliorer aussi, c'est l'impact sur la destruction des puits naturels de carbone. Quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Il y a beaucoup des politiques de conservation qui sont basées justement sur une logique carbone, de préserver les grands puits de carbone du Québec. Notre indicateur va dans le même sens. On essaye de faire mieux fonctionner cet indicateur avec des couches des données additionnelles. Dans les cas de la mine, ça a donné quand même assez, parce qu'il y a beaucoup de tourbières et des forêts. En fait, il y a un peu de forêt boréale encore. Assez Euh, donc voilà pour les indicateurs. On a eu une première représentation quand on essayait de vulgariser ça, de donner une lecture plus facile aux investisseurs. On avait opté pour la toile d'araignée, puis on s'est dit ben, la superficie qui est contenue à l'intérieur de la toile d'araignée représente somme toute l'ensemble des impacts si on combine tous les indicateurs. Mais ça nous a été vite signalé par des chercheurs et c'est arbitraire parce que l'ordre dans lequel on met les axes peut étirer la forme qui est contenue dans la toile d'araignée va dans une seule direction et donner une superficie plus petite. La superficie à l'intérieur de la toile d'araignée dépend d'une décision arbitraire qui est la distribution des axes. Donc, on a fini par abandonner cette idée. On l'a utilisée un peu, on l'a abandonnée et on s'en va vers une représentation qui est plutôt de ce type-là. Ça ressemble à un équaliseur dans un studio d'enregistrement et elle est plus neutre comme représentation. Deuxième parenthèse, on est en train d'automatiser les indicateurs. On va produire un prototype pour les institutions financières partenaires pour qu'ils puissent effectuer des tests de façon autonome vers la fin de cette année. Et en janvier 2026, on vise la mise en ligne d'un outil complètement automatisé avec une certaine confidentialité où les institutions financières du Québec peuvent rentrer des informations sur les projets, obtenir les scores pour tous les indicateurs, obtenir les informations complémentaires, une espèce de rapport automatisé, puis comparer un projet à l'autre pour voir s'il s'améliore sur la ligne de temps. Et une information importante à donner dans ce contexte, c'est qu'on évolue dans la recherche publique, données ouvertes autant que possible, des données accessibles et gratuites. Et ça, c'est vraiment important parce que notre but, il est environnemental et non pas entrepreneurial ou lucratif. C'est ce qu'on vit, c'est que nos indicateurs soient alignés avec les cadres normatifs internationaux, qu'ils permettent de répondre aux exigences à venir, que tout le monde puisse s'en servir pour diminuer la pression sur nos écosystèmes et sur la biodiversité au Québec. Euh, et pour ça, on a besoin que Investissement Québec ou l'autorité des marchés financiers, ben, l'État, les législateurs, etc., à un moment puissent référer à nos indicateurs comme étant une bonne pratique. Je- pour faire un parallèle, une comparaison, la santé publique de Montréal peut recommander pendant une vague de chaleur, pendant une canicule, que les personnes qui sont à risque, surtout les personnes âgées, installe à la maison un climatiseur pour contrôler la température puis ne pas diminuer les risques de mortalité.
Sauf que la direction de la santé publique ne peut pas recommander que les climatiseurs soient marque Samsung. Donc, les problèmes qu'on a avec les produits qui évoluent dans un contexte trademark, dans un contexte privé, c'est que quand la méthodologie ne peut pas être publiée et partagée et améliorée par tout le monde, ben, c'est plus difficile de référer à partir de l'État. Évidemment, c'est moins profitable comme démarche, mais c'est ce qu'on vise à financer, à perpétuer, c'est la recherche elle-même et non pas la commercialisation du produit. Donc, pour revenir à Mathias, puis se diriger un peu vers la période d'échange des questions, on s'est demandé dans les 3 semaines qui ont précédé cette présentation, mais quel lien faire entre les deux projets, entre les projets d'indicateurs d'impact sur la biodiversité locale pour les investisseurs et les projets qui cherchent à établir des liens plus clairs entre la protection de la biodiversité et les approches en économie circulaire. Ben, la littérature qu'on a pu consulter sur laquelle on a discuté, ben, il montre que la recherche est vraiment pertinente, qu'il y a peu de données d'impact de l'économie circulaire sur la biodiversité à une échelle globale et, euh, et que cette recherche-là est vraiment pertinente. Donc, ben, je ne veux pas relire ce qui est à l'écran, mais vous comprenez qu'il faut modéliser autant au niveau local que plus global. Et il y a une certaine dissonance entre les impacts locaux et globaux. Parfois, une logique d'économie circulaire va donner a priori un impact négatif sur la biodiversité locale parce que, par exemple, il y a une augmentation des procédés industriels, etc. Mais elle peut être euh, positive, avoir un effet bénéfique pour la biodiversité à une échelle plus grande. Par exemple, en évitant certains types d'activités ailleurs ou en évitant l'extraction de ressources naturelles. Donc, il faut comprendre euh, vraiment ces liens-là. Et la biodiversité, selon ce qu'on a pu lire, c'est un aspect qui est moins représenté dans l'économie circulaire. Puis un problème, ça, c'est pas spécifique à l'économie circulaire, c'est que dans les études d'économie, la biodiversité est souvent représentée avec le chapeau des capital naturel, qui est une version réductionniste parce qu'elle est anthropocentriste, un peu comme les services écosystémiques dont on parlait tantôt et qu'on disait ben, il faut élargir les concepts et reconnaître aux services écosystémiques une valeur qui leur est intrinsèque et qui n'est pas liée exclusivement à l'utilisation que, que l'homme, que l'humain en fait. Euh, donc voilà, il faut décloisonner un peu ça. Et ensuite, on s'est demandé, mais quel lien il pourrait avoir avec nos indicateurs dans l'état actuel. Donc, évidemment, il y a un lien avec la circularité des matières transformées. Il y a un potentiel de réduction de l'impact pour les indicateurs avec quelques bémols. Et il faut valider, et ça c'est avec Mathias et Zara qui est ici présent qu'on a brainstormé ça, mais il faut valider qu'un système de bouclage, des stratégies de recyclage, de revalorisation, tout ce qui est écologie industrielle, ne génère pas des effets indésirables. Donc, il faut choisir la bonne stratégie. Encore une fois, il faut faire la différence entre ce qui est strictement local et quand on agrandit les périmètres, parce que peut-être on peut observer un effet négatif au niveau strictement local et c'est là où nos indicateurs fonctionnent surtout, mais un effet bénéfique ailleurs. Donc, un leakage, mais dans le sens positif. Et, euh, et ensuite, il y a la question des flux entrants et des flux sortants d'un système à l'étude. Il peut avoir, comme on disait, des mauvaises performances des indicateurs au niveau local, mais quand on élargit les zooms, ça peut être bon. Au niveau des énergies renouvelables, merci Mathias pour ça. Oui, parfois, par exemple, les études qu'on a fait ou qu'on a imaginées sur l'implantation des parcs éoliens ou des parcs solaires, etc., ça peut avoir un effet négatif. Il y a une emprise sur le territoire qui est importante. Mais les parcs éoliens, ça requiert beaucoup de perturbations linéaires, etc., les lignes électriques elles-mêmes, etc. Donc, a priori, oui, il y a un impact négatif sur la biodiversité locale, mais il peut avoir, par exemple, un impact fort positif sur la pollution, du moment où les énergies renouvelables, c'est des émissions qui sont évitées de près ou de loin. Et ensuite, ben, la question du biomimétisme, en principe, on ne trouvait pas de lien, mais ça a été porté à notre attention qu'il y a certains critères de biomimétisme qui peuvent avoir un effet positif sur nos indicateurs. Ça suffit de penser aux approches de type métabolisme urbain, organiser les territoires pour faire des circuits très courts où tout est
rentre dans une logique circulaire. Les métabolismes industriels, ben, en France, il y a beaucoup d'expérience dans ça. Ici, parfois, c'est des considérations politiques ou économiques ou fiscales qui prévalent sur ce type de considérations. Les métabolismes territoriaux, évidemment, on veut le moins de, des émissions de GS et de perturbations linéaires. Donc, certainement, certaines organisations, certaines conceptions du territoire sous l'optique du biomimétisme peut avoir une, un, un impact positif sur nos indicateurs. Donc, voilà les liens qu'on a réussi à faire. Et ma présentation finit là. Et voilà où on est. Et pour les prochaines 200, on s'en va vers une diffusion, on espère, à plus grande échelle des indicateurs, une adoption à plus grande échelle dans les institutions financières. Notre objectif, c'est 22 institutions financières d'ici 2027 qui les sont testées. On espère avec une majorité qui les sont adoptées. Et les saints Graal, disons, c'est ce qu'on vise, c'est qu'à un moment, nos indicateurs soient assez solides, publié, revu exhaustivement pour que l'appareil de l'État et les instances normatives, mais en premier lieu Investissement Québec et l'autorité des marchés financiers, puissent dire, par exemple, dans une guide des bonnes pratiques, mais ces indicateurs-là font du sens, sont alignés avec ce qui se passe ailleurs au monde, ça aide à répondre aux exigences de l'ISO, aux exigences de la communauté européenne. Et puis voilà que ça nous aide à la fois à mieux commercialiser nos produits, puis à diminuer la pression sur les écosystèmes. Donc voilà, c'est ce qu'on vise. C'est vraiment une recherche inter, multidisciplinaire. Puis on ajoute davantage d'économistes à l'équipe parce qu'on veut aussi mesurer sur la ligne de temps à quel point les indicateurs ont un impact sur la prise de décision et sur l'économie réelle. Donc il faut savoir si une institution financière les a utilisés 200 fois, ben, combien de fois ils sont demandé des améliorations à un projet ou refusé un projet ou mis des conditions de plan d'amélioration dans la première année, etc. Donc, on veut comprendre à quel point ça a un impact. Donc, Super, voilà, merci beaucoup, vraiment la Diego. question. On est maintenant en période de questions. Durant ta présentation, il y avait Julie Breton qui a écrit dans le chat, est-ce qu'il est prévu que Biodiversité Québec ou SNAP fasse des ateliers pour formation pour des promoteurs et ou des consultants qui souhaiteraient développer les compétences dans ces types de calculs? Oui, oui, c'est dans la démarche qui est en train d'être financée par nos bailleurs de fonds. La Caisse de dépôt placement n'a jamais visé à ce que les indicateurs soient d'utilisation exclusive de la Caisse. Fonds d'action non plus. C'est Urbi et Orbi, c'est pour que l'ensemble de la communauté financière puisse en bénéficier. Donc, oui, c'est les institutions financières qu'on vise en priorité, mais honorer, si 300, on aurait certainement les moyens d'aller vers des utilisateurs, c'est ce qu'on appelle ça des utilisateurs qualifiés. Évidemment, les firmes qui font de reporting environnemental ou qui aident à préparer des études d'impact environnemental, etc. Nos indicateurs aident à lever des drapeaux rouges bien avant les processus d'autorisation ministérielle, les dépôts, les avis de projet, etc. Donc, c'est un gros oui à la question. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions, les personnes en ligne? Vous pouvez lever la main, prendre la parole ou poser des questions directement sur le chat. J'ai Riyad. Oui, bonjour. Ben, déjà, merci beaucoup Diego pour la présentation, super intéressant. Ben, c'était peut-être une précision, peut-être que c'est quelque chose que j'ai raté, mais je voulais un peu comprendre comme dans ces scénarios de mine, euh, donc on était à l'échelle, en fait, l'échelle des scénarios, c'est l'échelle de la mine, en fait, l'échelle de l'occupation spatiale de la mine. Est-ce qu'il y avait, comme on pouvait imaginer un scénario où on imagine pas uniquement la surface occupée justement par la mine, mais un peu l'ensemble de l'occupation des activités, ressources, acteurs intégrés dans le fonctionnement, parce que j'imagine que ça va avoir un impact forcément sur ces différents indicateurs. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte ou non? Voilà. C'est envisageable. C'est une des grandes questions qu'on a pour la suite de la recharge. Pas l'ensemble du cycle de vie, mais la chaîne d'approvisionnement. Euh, Quand cette chaîne-là, elle est identifiable à l'intérieur du Québec avec des périmètres, parce qu'à la base, nos indicateurs fonctionnent sur des polygones.
Oui, évidemment, si on mesure l'impact, peut-être la mine, c'est une extraction de ressources premières, il y a peu d'intrants, il y a beaucoup d'extrants, mais imaginons une usine de transformation de bois, une usine qui fait des meubles, de contreplaqué, je sais pas. Euh, Ces sources d'approvisionnement, si elles sont au Québec, souvent, elles peuvent être identifiées à l'intérieur d'un polygone. Il y a d'autres systèmes de s'assurer que le bois est produit dans des conditions acceptables, par exemple les certifications de type FSC. Euh, les défis méthodologiques pour les zones d'approvisionnement, c'est qu'une zone d'approvisionnement, elle n'est pas exclusive ou très rarement à une industrie. Elle fournit plusieurs industries en même temps et parfois il y a des processus de régénération à l'intérieur d'une aire d'approvisionnement. Imaginons la production de bois. L'usine de meubles pour laquelle on veut mesurer l'impact, elle achète 5% de la production des feuillus dans un polygone de 10 000 hectares. Euh, donc, il y a 5% qui est attribuable de l'impact à l'intérieur de ces polygones-là, mais ensuite, ce polygone-là, il est géré selon un plan d'aménagement forestier. Il n'est pas complètement détruit. On ne peut pas dire qu'il y a eu une destruction totale. Il y a une perte de services écosystémiques pendant un certain il y a une perte de connectivité pendant une certaine période de temps. C'est graduel. Donc là, c'est un défi mathématique majeur, mais c'est un problème auquel on veut s'attaquer. Merci. Parfait. J'ai une question de Jeanne dans le chat qui demande d'expliquer davantage comment les indicateurs comprennent les facteurs espace-temps. En fait, je viens un peu de répondre Ouais. euh, dans les cas de la production de matières ligneuses, mais évidemment, il y a un plan d'aménagement forestier qui peut être bon, moins bon, etc., mais il y a un processus de régénération naturelle ou aidé ou assisté. Dans les cas des mines, ben, à la fermeture d'une mine, il y a supposément des processus de restauration, de fermeture des chemins miniers, forestiers, etc. Euh, Nous, on est, disons, notre limite temporelle, c'est la phase d'implantation. On n'avance pas 30, 40 ans dans le temps. C'est important de le faire quand la destruction elle est graduelle, puis elle avance avec nous sur la ligne de temps, comme dans le cas de la matière ligneuse, mais dans le cas d'opération d'une mine, ben, la fermeture d'une mine, souvent, il y a 15, 20, 40 ans devant nous. On va juste considérer la destruction totale du périmètre de la mine comme s'il était arrêté dans le temps. Parfait, Mathias. Oui, Diego, ben, merci beaucoup pour ta présentation. C'est la première fois que je t'entendais, là, puis c'est super, super intéressant, puis ça amène beaucoup de questionnements. Moi, j'adore les indicateurs, hein, donc ça suscite pas mal de réflexions. Puis une des premières, parce que j'ai aimé le fait que vous ayez reculé un petit peu sur l'idée d'avoir un indice global à travers la superficie. Parce qu'en fait, ça sous-entendrait qu'il y a une transférabilité des échelles entre les indicateurs. Parce que si on va chercher la superficie, ça voudrait dire que le un des différents indicateurs a la même valeur d'impact, ce qui, à mon avis, est pas réaliste. Est-ce que vous avez réfléchi ou est-ce que vous avez testé ça avec vos interlocuteurs à l'effet que les gens ont envie de compenser un mauvais indicateur par un bon indicateur, alors que les valeurs, elles se compensent pas. Ben, merci de poser la question parce que tu t'es répondu un peu toi-même. Il y a un risque dans les indicateurs globaux. Puis il y a quand même beaucoup de littérature récente qui porte sur le risque d'essayer d'uniformiser plusieurs mesures dans une. Ici, ça ferait peut-être qu'il y a des résonances. Là, on a vu part de connectivité avec destruction d'habitat, avec impact sur les espèces, et peut-être à la limite avec impact sur la conservation. Il peut y avoir des résonances, évidemment, vont souvent dans la même direction des indicateurs. Mais si on essaye d'avoir un indicateur global et qu'on incorpore dans ça espèces exotiques et envahissantes et pollution, ça ne fait strictement aucun sens parce que une industrie qui occupe 1 mètre carré peut émettre beaucoup de polluants. Une industrie qui occupe 10 000 hectares peut émettre aucun. Donc, c'est très, très, très difficile de, euh, disons, de globaliser dans un seul score. La tentation est là pour une institution financière qui essaye de rendre des informations intelligibles. On ne peut pas leur interdire d'essayer de faire ça, mais ce n'est pas nous qui allons le faire.
OK. Nous, on peut signaler qu'il y a des synergies entre certains indicateurs. Et ça se voit dans la présentation, mais on sent une obligation morale, une exigence scientifique de garder les indicateurs séparés pour que l'information soit séparée. Ouais, puis peut-être d'informer sur comment lire les indicateurs puis les interpréter. Ouais. Exactement. Et merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, interventions de personnes qui écoutent? Moi, j'avais Dans peut-être, moi, je Oui, peux me vas-y, permettre une Serge. autre question, Diego. Je me suis interrogé parce que comme vous étiez vraiment dans le Grand Nord, donc c'est super intéressant parce que ça permet un petit peu d'isoler l'étude de cas. Il reste pas moins que vous arrivez sur un territoire qui n'est pas du tout impacté aux alentours. Donc, on trouve des scores pour ce secteur-là, mais est-ce que vous avez regardé, en fait, les valeurs, ou en tout cas, il y a un intérêt à regarder les valeurs pour les périmètres autour de la zone d'étude, à savoir, on vient impacter, mais est-ce qu'on impacte dans un milieu qui est déjà impacté, ce qui n'est pas du tout la même conséquence que si on arrive dans un milieu qui est totalement vierge? Oui, absolument. Mais ça, ça demeure un peu une décision politique de savoir où on va s'implanter. On peut décider en fait, c'est un des cas qu'on avait présenté avec les indicateurs en septembre, une même industrie qui doit choisir entre les parcs industriels de Longueuil, les parcs industriels de Sherbrooke et les parcs industriels de Rimouski. Oui, Et les niveaux d'anthropisation qu'il y avait autour de ces trois parcs-là, ça donnait des indicateurs très différents. Mais est-ce qu'il y a vraiment des décisions qui vont être prises en fonction de ça? C'est souvent les politiques fiscales ou la proximité des chaînes d'approvisionnement qui vont primer ou la facilité de transport si c'est des marchés d'exportation, etc. Donc oui, c'est une information intéressante. Elle est difficile à faire peser dans la la balance de tous balance. les facteurs qui doivent être considérés. Et ça demeure vrai et l'option est là pour certaines activités industrielles, mais pour ce qui est extraction de ressources naturelles, à moins que la même ressource ne soit pas disponible à plusieurs endroits, mais c'est difficile de déménager une mine de nickel. On va là où les gisements se trouvent, puis on fait avec les conséquences environnementales. Disons, les plans Nord prévoyaient quand même de mettre en réserve 50% du territoire du Nord en conservation. Ça laisse beaucoup de place pour l'industrie minière. C'est ce qu'on espère, c'est que dans la représentativité des écosystèmes et des paysages, mais les 50% qui est protégé soit représentatif de, de tout ce qui peut être conservé De la valeur. à des proportions qui font du sens. Mais encore une fois, les choix de où s'implanter, elles dépendent fortement de l'activité. C'est un peu moins vrai pour la matière ligneuse parce que, par exemple, en résineux, on a toujours l'option de s'approvisionner en forêt publique ou en forêt privée. C'est évidemment un peu plus cher de s'approvisionner en forêt privée, mais la loi sur la foresterie, je pense que ça s'appelle comme ça, de 1995, prévoyait, c'est ce qu'on appelle les principes de résidualité, qui disait que les scieries devaient s'approvisionner en priorité en forêt privée. Pourquoi? Parce que la forêt privée, elle est déjà hautement dégradée, elle est dans le sud du Québec et dans des circuits de production, etc. Dans la réalité, le principe de résidualité n'est pas souvent respecté parce que ça coûte beaucoup moins cher Ouais. d'aller chercher le bois en forêt publique que d'aller chercher en forêt privée, aménagée, etc. Donc, parfois, tu as les choix, parfois. Merci. Donc, j'ai Morgane. Oui, la question, pas pour ce qui est de la restauration, oui, pour ce qui est des mesures d'atténuation au niveau des espèces exotiques et envahissantes, mais la question est fortement pertinente parce que ça s'inscrit dans la question de la ligne de temps. Disons qu'on détruit un milieu naturel, mais qu'il y a un mécanisme de net biodiversity gain qui fait une restauration d'un milieu perturbé qui est très, très, très proche. Mais à terme, si on étirait la ligne, peut-être qu'on pourrait compenser, puis que l'indicateur devrait tenir compte de la restauration. Mais en ce moment, nos indicateurs tiennent compte uniquement de l'impact et de la destruction. Ils ne tiennent pas compte des promesses ou des engagements de restauration ailleurs. Morgane, je vois votre main levée. Oui. Merci pour votre présentation. Je reconnais très bien la difficulté mathématique de ce que vous faites, puis la portée. Je me questionnais juste à quel point
vos indicateurs ont été validés ou à quel point c'est représentatif des différentes pressions que vous essayez de quantifier? Ça, c'est une question pour l'équipe de recherche. À quel point ils ont été validés? On les a publiés et partagés avec les milieux de la recherche au Québec. Il y a beaucoup de biologistes et de gens qui font de la planification du territoire du côté de l'État, de la Société du Plan Nord, qui l'ont regardé, qui se sont dit, ça fait beaucoup de sens pour nous. C'est utile. Est-ce qu'on l'a publié dans une revue d'écologie ou de biologie revue par les pairs? Non, on est en cours de rédaction. C'est nécessaire de faire ça. Pour des questions que j'ai évoquées déjà, qui la SBTN demande de se baser sur des méthodologies qui sont publiées, mais pas dans la littérature grise, qui sont publiées dans des revues, dans des publications scientifiques, mais aussi parce que on s'attend à recevoir des critiques très constructives suite à la publication des indicateurs. Donc, un des objectifs de l'année 2025, c'est de soumettre, on a déjà commencé à travailler, un article complet décrivant les indicateurs et leur méthodologie. Super, ben, je remercie tout le monde d'avoir été présent. Merci beaucoup, Diego, pour ta belle présentation.